décollage en 13, French Post 748. Et l'autorisé décollage à 55, les commandes à droite. Bienvenue à bord d'un Boeing 737 d'Europe Air Post qui va effectuer une liaison Montpellier-Paris. Ce film va vous permettre de comprendre comment fonctionne le contrôle aérien en France bien sûr, mais aussi à travers le monde. And auto guiding Selver. Check. N1. Sans nœud. Check. Throttle roll. V1. Rotation. Vario position. À tout moment, plusieurs centaines d'avions survolent la France. Qui sont ceux qui les surveillent, les guident à partir du sol? Comment marche le contrôle aérien? Rencontre avec les aiguilleurs du ciel du Centre de navigation aérienne du Sud-Est. Marseille, bonsoir. French Post 748. French Post 748, Marseille Radar, bonsoir. Montée niveau 240 et track direct. Niveau 240, direct sur ETREC 748. Et bien qu'on ne soit pas 833, on aimerait plus haut si c'est disponible. Vérifiez. Si vous désireriez quel niveau 748? C'est disponible, niveau 310, 748. Reçu, c'est disponible, 748, montée niveau 310, 3 unités 0. En fait, quand un pilote appelle Marseille Contrôle, c'est Aix-en-Provence qui lui répond. Car c'est là qu'est installé le nouvel immeuble du Centre de contrôle aérien du Sud-Est qui a été inauguré en janvier 2001. 350 contrôleurs aériens y travaillent 24 heures sur 24. Ils sont répartis en 24 équipes chacune, spécialisées sur une zone. C'est le centre le plus moderne de France. Il est équipé de nouveaux équipements de navigation ODS, d'où ces écrans à haute définition très larges et rectangulaires qui permettent de mieux voir les avions en l'air. Rencontre avec le patron du centre, Marc Ami, et première question, quand un avion va de Marseille à Paris, quels sont les contrôles aériens qui le suivent? Au décollage, l'appareil est pris en charge par la tour de contrôle. Et au-delà de 20 km, le vol est toujours en montée. Il rentre dans ce qu'on appelle l'espace supérieur, au-dessus de 14 000, 15 000 pieds. Et là, il est pris en compte par le centre en route qui va continuer à suivre sa trajectoire et à garantir sa sécurité, c'est-à-dire les espacements de sécurité avec les autres avions, jusqu'à la limite de la zone de compétence, jusqu'à son transfert dans un autre centre de contrôle. Donc sur un Marseille-Paris, il y aura le contrôleur de Tours, le contrôleur d'approche qui est sur l'aéroport toujours, ensuite le contrôleur d'Aix-en-Provence qui va suivre sur 300-400 km et ensuite va passer le vol à son collègue parisien. Et de même à Paris, l'avion va continuer avec le centre de contrôle en route et ensuite passer sous fréquence avec la tour de contrôle d'Orly avant l'atterrissage. Et quels sont les flux aériens que suit le centre d'Aix? Alors Aix-en-Provence a deux types de trafic un peu différents. Le trafic des grands aéroports de la région, avec en tout premier lieu l'aéroport de Nice, qui est le premier aéroport régional français, après la région parisienne, et puis Lyon et Marseille, qui sont aussi des aéroports qui gèrent plusieurs millions de passagers par an. Ensuite, nous avons la continuité territoriale avec la Corse, qui est quand même importante sur un plan politique et puis génère l'été un trafic relativement important. Et l'ensemble de ces aéroports, on peut y ajouter Montpellier, Perpignan, représente à peu près 50% de notre activité. Ensuite, nous avons les grands flux internationaux. Alors d'abord un trafic nord-ouest-sud-est, en gros du Royaume-Uni vers l'Italie, qui croise un trafic nord-est-sud-ouest, notamment un gros trafic touristique de l'Europe du Nord vers l'Espagne, le Portugal, les Canaries et les îles Baléares. Donc ces deux trafics se croisent au-dessus de notre espace aérien, enfin dans notre espace aérien, et nous avons aussi bien sûr le trafic nord-sud de l'Europe vers l'Afrique qui s'ajoute à ce croisement important. Alors en moyenne, on est un peu au-dessus de 6500 vols par jour en France, avec des pointes de l'ordre de 8500 vols par jour. Le centre d'Aix-en-Provence gère en moyenne 3000 vols
plus de 3300 vols en période de pointe, c'est-à-dire pendant la période d'été, puisque nous, on a un trafic qui se situe dans une région assez dense de l'Europe en termes de trafic aérien. Mais bien sûr, l'été, nous avons à gérer une grande partie du trafic touristique, surtout la Méditerranée, la péninsule ibérique, et ça fait 40 à 50% de trafic en plus durant l'été. Merci Gérard. Il y en a deux pour le premier. Ça, c'est les courbes de prévision de trafic. Question, combien de temps un avion qui survole les secteurs à près de 900 km/h reste-t-il sur les écrans? Ici, dans le sud-est, on a effectivement des secteurs qui sont un peu plus grands parce qu'on a entre autres toute la Méditerranée, on a un espace qui est très vaste. Donc nous, on les a un petit peu plus longtemps. Là, on voit que les vecteurs vitesse représentent 3 minutes, donc je ne sais pas, à peu près en moyenne, mais c'est vraiment une moyenne parce que c'est variable suivant la concentration de nombre d'avions dans un secteur. C'est à peu près 10 minutes, quoi. En gros 10 minutes. Beaucoup plus sur la Méditerranée. Sur la Méditerranée, on les a un peu plus longtemps, le secteur étant plus vaste. Les cas à gérer les plus difficiles, c'est évidemment les secteurs où il y a la plus grande concentration de trafic. Alors aujourd'hui, il y a certainement, puisqu'on est quand même en été, même si un milieu de semaine, ce n'est pas la pointe se situe plutôt sur le week-end. Mais dans une journée comme celle-là, on va avoir 3000 vols au total des 24 heures de la journée, ce qui veut dire qu'en pointe instantanée, on peut avoir des pointes de 500 vols. Donc il y a certainement plusieurs centaines d'avions en ce moment dans notre espace aérien contrôlés par tous les contrôleurs qui sont en salle de contrôle. Plusieurs centaines d'avions à gérer. Sur les 26 écrans du secteur, chaque contrôleur surveille une vingtaine d'avions. L'atmosphère n'est pas tendue, elle est extraordinairement concentrée. Il y a 5 centres de ce type en France, Reims, Satis-Mons, Brest, Bordeaux et le plus moderne, Aix. C'est la Direction générale de l'aviation civile qui gère l'ensemble. Ils sont 3920 personnes à gérer le trafic aérien. Au milieu de la salle, c'est le cerveau. Le centre est relié en permanence avec les aéroports de la région, l'armée de l'air, les pompiers, la gendarmerie, les autres centres. C'est à ces ingénieurs d'imaginer immédiatement des solutions éventuelles en cas d'incident exceptionnel. Et dès qu'un avion décolle d'un des aéroports de la région ou venant d'une autre zone, sort une petite fiche à droite des écrans de contrôle. C'est le strip en anglais ou étiquette radar. Alors le strip, c'est un peu la vie de l'avion. Dès qu'un avion demande la mise en route, le contrôleur du terrain, de la tour, va lui accorder la mise en route et va activer le plan de vol de cet avion. C'est-à-dire il va le faire vivre. Alors pratiquement, en quoi ça consiste? Il va éditer, imprimer une petite bande de papier jaune qu'on appelle le strip, sur lequel il y a toutes les informations du vol. C'est-à-dire l'indicatif, le type d'avion, le point de départ, la destination, les balises qui doivent être survolées, les heures estimées, le niveau de vol demandé, etc. Le système informatique, qu'on appelle le système de traitement des plans de vol, va imprimer progressivement, de secteur en secteur, un strip pour chaque contrôleur, qui aura à un moment donné l'avion en compte. Cela se fait avec un préavis de 5 à 10 minutes, c'est-à-dire que 5 minutes avant que l'avion pénètre dans un secteur du centre, le contrôleur de droite, de la position droite, reçoit par une imprimante une petite bande jaune sur laquelle il a tous les renseignements. Oscar, bonjour. Oscar, bonjour, contact radar. Je vous rappelle pour demain. Oscar. 26 15 14. Lui, je l'ai tourné parce qu'il a des nuages de vent. Donc je l'ai mis sur le sol. Lufthansa, ouais, il a des nuages. Les écrans radars ODS sont les plus sophistiqués qui existent actuellement. Les capteurs radars qui balayent le sud-est sont au nombre de 10, tout comme les émetteurs récepteurs radio du centre. Et sous la salle de contrôle se trouve évidemment une immense batterie d'ordinateurs. Les logiciels sont changés tous les 6 mois pour être de plus en plus performants. 80 ingénieurs électroniciens surveillent ou entretiennent ces machines 24 heures
sur 24. Et combien d'ordinateurs sont en service à Aix? Je dirais qu'il y a peut-être une centaine d'ordinateurs sur le site. Régis Lemaître, lui, est ingénieur au COTRA, le coordinateur automatique du trafic aérien. L'immense salle des ordinateurs se doit d'être très fiable. Le cahier des charges est clair, il dit 0 panne de traitement radar par an. Comme ça, l'objectif, lui, il a le mérite d'être très très clair et facilement compréhensible. Maintenant, dans la réalité, on va dire que sur une bonne année, on cumule peut-être 1 à 2 minutes d'interruption de service par an, ce qui quand même est très très faible. Tous les ordinateurs sont évidemment doublés, voire triplés. Et l'électricité d'EDF alimente le centre avec 2 circuits indépendants en rouge ou en bleu. Et bien sûr, pour remédier à une panne générale électrique, le centre possède sa propre centrale au cas où. 200 millions d'euros sont investis chaque année dans le contrôle en France et chaque avion paye environ 1 500 € pour traverser le pays. Mais quelles sont les distances horizontales ou verticales qui séparent ces milliers d'avions qui chaque jour sillonnent le ciel français? Non, le volume de sécurité qui entoure l'avion, c'est 10 km en horizontal, mais au même niveau. Par contre, en vertical, ça n'est que 1000 pieds, c'est-à-dire que 300 mètres séparent à ce moment-là les avions. Et là, la norme de sécurité est respectée. Alors pourquoi autant de kilomètres en horizontal et beaucoup moins en vertical? Bien sûr parce que les avions ont une vitesse horizontale très très grande. Ils sont très près de la vitesse du son pour les jets qui volent en espace supérieur, tandis que leur vitesse d'évolution en verticale est beaucoup plus lente. 976, c'est conseil 02, 973. Confirmez Bravo reçu au premier contact. C'est bon. Alpha Bravo Delta 747 Papa, continue on heading for spacing. Au cap, ce serait bien. Ouais. Elle s'appelle Sonia Colombini. Elle est contrôleur aérien depuis 4 ans. Sur les secteurs, nous sommes toujours 2. La personne de gauche, c'est la personne qui parle au trafic, qui parle au pilote, qui donne les clairances, c'est-à-dire les autorisations de montée, les autorisations de niveau, les autorisations de descente. La personne qui est à sa droite, c'est l'assistant. Alors l'assistant est qualifié comme la personne de gauche, seulement elle a juste un poste d'assistant. Pendant le temps où le radariste va travailler, l'assistant va s'occuper du trafic rentrant, va prendre des coups de fil des autres aiguilleurs du ciel et va organiser le travail, va assister le radariste. Il y a au centre 24 secteurs. Sonia, elle, est spécialisée sur une zone comme tous les autres contrôleurs. Toute la zone de Marseille Contrôle a été divisée en 2, donc l'Est et l'Ouest. Donc moi je suis dans la zone Ouest, qui s'étend de Clermont-Ferrand à Lyon, qui redescend sur Marseille, Perpignan et toute la Méditerranée. Dès qu'un avion sort d'une zone, il est évidemment pris en charge par une autre, mais certains secteurs sont plus chargés que d'autres. Les secteurs qui sont assez difficiles, où il y a beaucoup de trafic, où il y a des pointes de trafic, c'est Lyon. Lyon, évidemment, tout ce qui est arrivé d'école à Lyon, parce que c'est une grosse plateforme. Donc il y a beaucoup de trafic le matin, beaucoup de trafic le soir. Il y a Marseille également, surtout parce qu'il y a beaucoup de militaires, donc on est dans un couloir où il faut croiser les décollages, les atterrissages. Et quand les zones militaires sont actives, eh bien, ça ne nous laisse pas beaucoup d'espace pour évoluer. Donc Marseille, ce qu'on appelle le secteur Montélimar, est assez difficile. Et ensuite, nous avons des couloirs où vont tous les gens d'Europe du Nord vers les Baléares. Et donc, au-dessus de la Méditerranée, eh bien, il y a beaucoup d'avions également. Mais ce n'est pas difficile, c'est chargé. Go, Lufthansa 5853. We have a line of build-ups in front of us. Is there a chance for direct loose hole that will keep us clear? Cette course Toulouse-Sol. Contrôleur aérien, c'est un métier à part. 365 jours par an. Mais comment rythmer la vie des gens qui y travaillent? Localement, les horaires se font sur 12 jours. C'est un cycle de 12 jours. Nous allons travailler 3 jours à des horaires différents à chaque fois. Nous allons donc travailler ces 3 jours-là. Nous allons avoir 2 jours de repos. Puis nous allons travailler 2 jours et une nuit. Et ce sera suivi de la journée qui suit la nuit, plus de 3 jours de repos. Et nous arrivons sur notre cycle de 12 jours. Et on recommence.
Un aiguilleur du ciel ne peut pas travailler plus de 2h30 d'affilée. C'est le grand maximum que je réfléchisse. Où il n'y a pas plus de 2h30. Il peut travailler 1h30, donc il y a des fois où ce sera 1h30 sur le secteur, mais au maximum ce sera 2h30. Et il aura une pause ensuite. Une pause qui variera entre 3/4 d'heure et 1h30. Ça dépendra de ce qu'il a fait avant et de ce qu'il va faire après. Donc nous avons des grilles et nous les suivons. Je ne dirais pas que c'est une tension énorme, je dirais que cela demande de la concentration. Donc ce n'est pas une tension, c'est de la concentration. On nous apprend à être concentré, ça fait partie du travail. C'est sûr qu'au bout de 2h30, vous êtes devant un radar et vous vous concentrez sur ce que vous faites, eh ben, vous ne pouvez pas faire 5 heures d'affilée, c'est pas possible, il vous faut une pause. Je ne me sens pas responsable, je suis responsable des avions. C'est une évidence, c'est la responsabilité sur le dos de l'aiguilleur du ciel, oui. C'est pas pesant dans la mesure où on a quand même l'habitude de faire ça tous les jours. C'est un travail, on est formé pour être aiguilleur du ciel, on est formé pour avoir la responsabilité. Donc c'est pas pesant. On le sait, c'est là, c'est présent, on est responsable de ce qu'on fait. C'est pour ça aussi qu'on gagne bien notre vie. Il y a donnant-donnant. Où ça devient un petit peu, je dirais pas pesant, où on prend vraiment conscience de notre responsabilité, c'est quand il y a un petit incident, pas un accident, hein, quand il y a un petit incident qui survient, quand il y a un nuage qui vient nous embêter ou quand ça turbule, on sait qu'il y a des gens derrière tout ça, il y a des vies en jeu et on ne rigole pas du tout avec ça. Mais je ne dirais pas que c'est pesant, on en a conscience. Il y a parfois des hicks. Patrick Dallanet, commandant de bord, a vécu une drôle d'aventure. À Londres, il y a une année, il y a un incident qui aurait pu tourner au drame, où on a dû éviter un avion qui avait reçu un ordre erroné du contrôleur aérien. Et cet avion qui décollait de Gatwick a été autorisé à monter à travers les niveaux, tous les niveaux, du circuit d'attente de Londres-Heathrow, où il y avait passablement de trafic qui attendait l'heure son heure pour atterrir. Et cet avion qui a traversé tous les niveaux nous est arrivé dessus. Et on a dû l'éviter, mais évidemment, il y avait des avions Il y avait beaucoup d'avions au-dessus, au-dessous. Et on l'a évité, mais on s'est fait une grosse frayeur, là. Un incident, heureusement, rarissime. L'ordinateur est capable de détecter une alerte, c'est-à-dire d'indiquer que les trajectoires des avions risquent d'interférer dans les 2 minutes. Et donc le contrôleur a 2 minutes pour établir une situation qui va permettre de maintenir ces séparations. C'est ce qui s'est passé puisque l'alerte est terminée. Dans un centre comme celui-ci, vous avez moins de 10 AirProx, puisqu'on dit AirProx maintenant, par an. Alors bien sûr, ils sont analysés, il y a une commission nationale qui étudie ces AirProx. Mais ça nous paraît insuffisant comme élément statistique d'analyse. Donc nous étudions une centaine d'incidents par an, c'est-à-dire de cas où la norme, celle que je vous indiquais, des 10 km de séparation horizontale, n'a pas été absolument respectée. Et imaginez la tension des contrôleurs si un avion ne répond pas. Ce dialogue a été enregistré pour les besoins du film. Oui, Golf Oscar, j'écoute. Oui, ça fait 5 minutes que j'essaye de vous appeler, là. Vous étiez sur la fréquence affirmatif. Eh ben, oui, le son a été coupé, oui. Alors, c'est pour vérifier s'il n'y avait pas eu un trou au niveau de la couverture radio, là. Donc, vous confirmez que c'était un problème de votre part? Oui, affirmatif, oui. Tout le monde dit que c'est un métier très stressant, hein. Je pense que personne ne peut le nier, hein. Si vous passez une journée avec nous, vous verrez que quand il y a beaucoup d'avions, bon, tout le monde est très tendu, mais c'est normal. Mais c'est sûr qu'il y a des moments, quand il y a des fortes charges de trafic. Puis il y a ce qui est très stressant aussi, c'est le grain de sable, c'est-à-dire bon, un avion qui a un problème et qu'il faut gérer au milieu de tous les autres. Vous voyez, c'est le genre de truc où ça devient très stressant, où là il faut une grande habitude. C'est pour ça qu'on met très longtemps avant de lâcher quelqu'un tout seul. Dès qu'il y a des ça, du mauvais temps, des cumulonimbus, les cunams, là, vous connaissez les cunams, vous expliquerez sur la méthode, c'est ces fameux nuages d'orage, c'est très dur, où les avions ne peuvent pas passer dedans, c'est trop dangereux pour eux. Donc, comme vous voyez les voies aériennes, ils ne peuvent plus rester sur leur voie aérienne.
Donc on est obligé, ils vont où ils peuvent. Hein. Et nous, on est obligé de gérer ça, et ça, c'est très stressant comme situation. On est habitué à travailler quand même dans ce métier avec des moments très intenses. Donc, mais le détournement d'avion, moi j'en ai déjà vécu un ou deux même, il y a longtemps. J'ai eu celui de la Lufthansa qui avait été détourné dans la région de Martigues. Et moi, ça m'avait, même donc ça fait, je sais pas, ça doit faire plus de 20 ans, surtout quand on sait que le pauvre commandant de bord, je crois, a été assassiné, a été abattu après. Hein. Je crois qu'ils l'ont abattu dans le désert, là, je sais pas où, en Libye, je sais plus. Mais... Bon, c'est les accidents aussi d'avion, les accidents d'avion en direct, peut-être faut pas en parler. Je veux dire, l'avion qui a un accident direct et qui vous dit, qui vous parle en vous disant je peux plus tenir l'avion, quoi. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Ça, c'est impressionnant. J'avais un jeune contrôleur avec moi à l'entraînement qui en a été fortement impressionné, effectivement. C'est très impressionnant. En fait, Gérard nous le dira off caméra, ce crash, c'était celui d'un chasseur militaire d'un pays étranger, invité en France. Alors, le contrôle aérien est responsable d'à peu près 50% des retards. Donc, c'est les fameux créneaux décollage qui génèrent à peu près 50% des retards, c'est-à-dire aujourd'hui en moyenne à peu près 2 minutes et demie par vol. Mais en moyenne, donc 50% de trafic aérien et 50% de causes gérées à l'exploitation par les compagnies aériennes des avions. Le problème des retards aériens maintenant, moi je dis que malheureusement on ne prête qu'aux riches, c'est-à-dire à nous. C'est-à-dire riches en puissance, c'est-à-dire on dit que les contrôleurs aériens, c'est eux qui font la pluie et le beau temps de tout. Mais vous remarquerez que dès qu'il y a le moindre problème, maintenant on dit c'est le contrôle aérien. Je veux dire, pour retarder un avion, vous savez très bien qu'il y a 100 000 causes. On ne fait pas ça pour embêter les gens, hein. C'est qu'il y a des problèmes de sécurité. Quand on change de piste à Nice, qu'il y a du mauvais temps et qu'au lieu de faire arriver 40 avions, on peut en faire arriver que 15, il faut bien bloquer les avions quelque part, hein. On ne peut plus pas les laisser partir. L'objectif de la communauté européenne est d'arriver à 1 minute de retard moyen par vol, c'est-à-dire à diviser encore par 2 les retards, alors que nous avons déjà diminué. On était à 3-4 minutes en 99, on est aujourd'hui à moins de 3 minutes, et donc on va essayer d'aller vers 2 minutes et peut-être 1 minute de retard moyen par vol, et donc malgré la croissance du trafic, arriver à diminuer de moitié à peu près les retards. Atlanta 747 Papa, request 260 final. Roger. Crossair 6683, maintain level 260 for the time, route d'Iber-Maxir à Colubac. Iber-Maxir, Crossair 6683. Et pourtant, le contrôle aérien se perfectionne sans cesse, mois après mois. C'est indispensable. Sauf crise majeure, le trafic aérien devrait augmenter de 40% durant les 5 ans à venir en Europe. L'évolution, elle est permanente. Les études sont toujours à 5 ou à 10 ans. À l'heure actuelle, on étudie donc des systèmes très perfectionnés d'aide à la détection et à la résolution des conflits. C'est-à-dire que le contrôleur, sur son radar, il aura une petite fenêtre où l'ordinateur lui dira dans tant de minutes, il y aura tel conflit à tel endroit, et voilà la solution que l'ordinateur propose. Voilà. Et ensuite, on travaille aussi beaucoup dans le dialogue entre hommes et machines, et entre le sol et l'avion, ce qu'on appelle le data link, c'est-à-dire la transmission d'instructions ou d'informations du sol vers l'avion, et réciproquement de manière totalement automatique, sans implication de l'homme directement. C'est-à-dire que les instructions qui sont données aujourd'hui par la voix, elles seront transmises par la machine dans quelques années, ce qui sera une grande aide au contrôle. Ça ne supprimera pas le contrôle, mais ça permettra donc de simplifier le dialogue entre le pilote et le contrôleur. On n'est pas à la veille de supprimer le contrôleur en tant qu'homme pour être au moins le monsieur système qui supervise tout. Donc ça, c'est un rêve qui a déjà une bonne trentaine d'années, mais on en est encore loin. Donc le stress du pilote qui n'entendra personne, on n'en est pas encore là. Bonjour, Golf Oscar
autorisé à approcher là. Rappelez sur Tango Lima pour information, 2 personnes qui travaillent en bordure de piste. En tout cas, l'Europe est à la veille d'une évolution majeure. En 2002, de nouvelles normes de séparation entre avions à haute altitude vont être instaurées pour améliorer la fluidité des autoroutes du ciel.